La première. Tout le monde y passe. Pascal Claude. Bonjour Stromae. Bonjour. Ça vous plaît d'être ce jeune gars formidable dont tout le monde parle ? Ça c'est flatteur pour surtout parce que on soutient un travail quoi, et donc on est quand même toute une équipe, et évidemment je suis le porte-parole donc je vous dirais oui, mais je pense que ça fait plaisir à toute l'équipe, surtout parce que quand on travaille autant de temps à l'élaboration d'un projet, avoir autant d'engouement, c'est hyper plaisant, oui. Et ce n'est pas fatigant parfois de savoir qu'on est formidable, considéré comme tel ? Je ne me considère pas comme formidable. Je fais des chansons et puis on les apprécie ou on les déteste, et puis après on continue de toute façon, qu'on les apprécie ou qu'on les déteste d'ailleurs. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous êtes toujours de bonne humeur, toujours très poli, même quand en France les journalistes ne parviennent pas à prononcer correctement votre nom de scène. Écoutez. Vous allez en vacances dans les Hamptons, Stromae, maintenant que vous êtes très connu. Alors on danse avec Stromae. On va pas te le refaire 10 fois, mais Stromae. Pourquoi ? Stromae en live. Enfin des centaines de fans pour Stromae, mercredi après-midi à la Fnac de Lille. Tu crois enfin que tu t'en sors quand il y en a plus? Eh ben, il y en a encore. Vous n'êtes pas parvenu à leur expliquer que la bonne prononciation, c'était Stromae. J'essaye de le dire et puis j'ai abandonné, en fait. Je me suis dit, ouais, finalement, c'est un petit détail, en fait. C'est un petit détail. Ouais. Pour vous qui, justement, faites beaucoup attention à ces petits détails, vous avez le souci du détail, de la perfection. Oui, mais après, je sais pas, c'est pas non plus... c'est pas primordial. En fait, j'ai essayé de lutter, et puis, en fait, à un moment, je me suis dit... Vous avez perdu le combat, vous avez abandonné. On va pas le faire non plus à chaque interview, dire, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on le prononce. Je me suis dit, ouais, ok, c'est bon, lâche le steak, c'est mieux. Bon, alors, quand je dis que vous avez le souci du détail, je ne parle pas uniquement de votre look. Vous avez votre chemise et votre costume papaoutais ce matin. Voilà. Mais je parle aussi de votre stratégie, en particulier du coup que vous avez monté autour de ce titre formidable. Alors, récapitulons d'abord une vidéo où vous faites semblant d'être complètement sous, et puis un live quelques jours plus tard à la télé en France où vous interprétez votre morceau formidable en laissant croire une fois de plus que vous avez enfilé 3 casiers de bière. Et le résultat, ça a été le bruit et le succès que l'on connaît et qui a entouré cette chanson. Tout avait été minutieusement calculé à coups de racines carrées. Alors, on a des idées. Après, j'ai eu cette idée-là en écrivant le morceau. Et je me suis permis de le faire parce que ça servait le propos déjà. Mais est-ce qu'on peut savoir quel succès aura un morceau, quel succès aura une blague, une caméra cachée? On ne peut pas le savoir. Et donc là, moi honnêtement, je me disais peut-être que ça va un petit peu parler en Belgique, parce que j'avais eu la chance d'avoir une vidéo qui circulait de moi en train de manger un taboulé dans ma voiture, que je comprenais pas du tout l'engouement d'ailleurs. Et je me suis dit peut-être que ça va un petit peu parler, mais je me disais pas à ce point-là, honnêtement, vraiment pas du tout. Et puis je remercie ceux qui ont contribué à cette vidéo, Vous remerciez aussi ceux qui sont tombés dans le piège, dans le panneau? Tout le monde, après. Je pense que... je pointe personne du doigt, quoi. Je crois que c'est comme l'effet télé-réalité, quoi. On peut la critiquer, on peut aimer, peu importe. Au final, c'est nous, quoi. Et c'est ce qu'on est, en fait. C'est juste un miroir, un triste miroir, un joyeux miroir, peu importe. C'est un miroir, voilà. Surprendre, interpeller par un coup comme celui-là, ça fait partie du métier d'artiste aujourd'hui, en 2013 ? Oui, métier de compositeur, chanteur, surtout interprète, là, dans ce cas-là. Mais oui, je pense que ça fait partie de mon métier aussi. Et je crois que c'est une entité, quoi. Après, on peut parler de marketing, de business, de trucs. Pour moi, à un moment, quand ça sert le propos, ça reste de la création, quoi. Et j'ai pas de problème à dire que oui, quelque part, le marketing est un art aussi. Et après, jusqu'à un certain point, on est d'accord, mais ça fait partie aussi de la création, quoi, pour moi. Ouais. Stromae, ce n'est pas la première fois que l'on se voit. Je suis allé réécouter les 2 interviews que vous m'avez déjà accordées. Écoutez ce que vous disiez en 2011, en pleine tournée. Vous aviez simplement envie de vivre. Et je me rends compte aussi que des fois, quand il te manque de l'inspiration, c'est juste simplement parce que tu ne vis plus comme tu le faisais avant. Et que tu es constamment en train de parler de ton projet, tu es constamment en train de parler de ta tournée, de tes trucs.
Et à un moment, c'est super égocentrique et c'est pas très sain, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de partir en septembre 1 mois en Bolivie, même si ce seront plus des vacances, mais en attendant, j'ai besoin de vivre une histoire d'amour, voilà, parce que j'étais célibataire depuis un moment. Apparemment, vous n'êtes plus célibataire aujourd'hui. C'est grâce au voyage et à l'amour que cet album est né? Aux amours avec X, je pense que, et aux amours que j'ai vus, que j'ai vécu, que je vis, que voilà. En général, après, pas plus que ça. Honnêtement, la part de moi qu'il y a dans cet album-là, franchement, c'est 10%, 20%, si on veut parler en termes exacts. Vous dites ça pour que l'on ne parle pas de vous? Non, pas du tout, c'est vraiment réel et j'avoue que même mon entourage a du mal à y croire, mais c'est vrai, quoi. Enfin, c'est pas possible. Il me faudrait combien de vies pour avoir vécu ce que je raconte dans mes chansons? C'est pas possible. C'est de la mythomanie, quoi. Donc je suis comme un scénariste, comme un réalisateur, voilà. Stromae est un mythomane. Voilà, exactement. Voilà, on va découvrir un premier extrait de cet album. On va voyager un petit peu. Maintenant, nous partons vers le Cap-Vert avec ce bel hommage à Césaria Évora sur la première. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Ave Césaria, c'était Stromae sur la première. Tout le monde y passe Sur la première. Stromae qui n'a pas perdu une seule seconde pendant qu'on écoutait cette chanson. Il a signé quelques autographes de collègues qui sont venus en studio. Il va attaquer sa pomme, voilà, son petit déjeuner qu'il prend en direct avec nous ce matin. On vous a pris en photo déjà au moins 15 fois. Vous n'en avez pas marre? Comme je réponds toujours, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais en fait, surtout le petit déjeuner qui se fait ici. Réponse. le petit déjeuner que je me permets de manger ici, c'est parce que j'ai des petits problèmes dans mes intestins, pour ne pas donner de plus de précision. Voilà, c'était la page santé de ce numéro de Tout le monde y passe. Votre nouvel album, Stromae, il compile plus de styles que le précédent. Mais ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est le pessimisme qui règne dans vos textes. Papa Outé est formidable, en sont deux bons exemples, mais il y en a d'autres sur ce Racine Carrée. Et en 2010, la première fois que l'on s'est rencontrés, vous disiez ceci à propos de votre pessimisme. C'est une façon de voir les choses pour être toujours agréablement surpris. Même dans la vie, même aujourd'hui, quand on me dit ouais, tu auras ce succès-là, tu vas faire ça, je dis écoute, tais-toi, touchons du bois et puis on verra. Je préfère toujours m'imaginer le pire pour que le meilleur arrive. De toute façon, il n'y aura que du meilleur si je m'imagine le pire. Donc voilà, c'est un petit peu une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Comment elle est née, cette philosophie pessimiste? Pessimiste, non, mais je crois que ça a évolué en fait. Vous n'êtes plus pessimiste. Je ne suis plus d'accord avec le personnage qui vient de parler. non, c'est pas du pessimisme. Je crois que c'est juste c'est de la mélancolie, ou je sais pas c'est quoi le terme en fait. Mais c'est une autre façon de voir aujourd'hui, je pense. Et je trouve que vous avez évolué à ce niveau-là. Ça fait partie de la vie, je trouve. Et la différence entre la tristesse et la mélancolie, pour moi, peut-être que ça n'a rien à voir avec la vraie définition, mais c'est que la mélancolie, on est debout et on danse quand même et on vit quand même et on avance quand même. La tristesse, c'est juste s'arrêter aux pleurs et les pleurs, si on rigole après, ça fait du bien, et si on pleure après les rires, ça fait du bien aussi, et ainsi de suite. Et parce que sinon, on s'ennuierait bien. Vous parvenez aujourd'hui à voir davantage le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide? Non, je continue toujours à le voir à moitié vide, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux pour la santé mentale. C'est vrai ça? Je pense, ouais, vraiment. Je crois, non mais sincèrement, je suis sincère quand je vous dis ça, c'est pas du tout... Stromae, on va parler un peu de vos racines. Vous êtes souvent discret en interview à ce sujet, alors que dans vos chansons, c'est un thème important. Votre père a été absent, du coup. Papa Outé, c'est une chanson pour combler cette absence? Je pense que la phrase est un petit peu... Bon, c'est sûr qu'elle veut quand même dire « où t'es papa », mais en fait, c'était une réflexion que je me suis... D'abord, elle était... Quand j'ai écrit la première fois mon deuxième couplet sur Papa Outé, j'étais un petit peu hargneux et je voyais que c'était un peu une vision d'adolescent. Et il n'y a pas longtemps, on m'a dit qu'on devenait un homme une fois qu'on avait pardonné à son père. Et je pense que il faut que je grandisse un peu et enfin, c'est ce que je me suis dit en écrivant le morceau. Il fallait peut-être que je fasse une vraie réflexion générale sur la paternité. Et en fait, je me suis rendu compte que où t'es papa, c'est ce qu'on reproche, peu importe, avec un père absent, présent, peu importe. C'est toujours la phrase à la maman, c'était toujours derrière mes bottes. Et le papa, c'est t'as jamais été là pour moi. Et peu importe qu'il soit présent ou pas. Et les parents sont toujours des cibles
Bah oui, à un moment. Hein. Quand on commence à grandir, de toute façon, on se rend d'abord compte qu'ils sont pas parfaits. Alors ça devient les pires de toute la terre entière. Et puis après, finalement, on se rend compte qu'ils sont pas pires ou mieux que les autres. Ils sont super déjà de nous avoir éduqués, plus ou moins. Et c'est sûr que c'est un peu compliqué de récupérer le temps perdu avec mon père qui a été assassiné malheureusement pendant le génocide rwandais. Mais bon, j'ai quand même eu la chance de le croiser plusieurs fois. Voilà, mais c'est ma mère qui m'a éduqué seule. Mais cette chanson, ça ressemble malgré tout à un coup de colère contre ses parents, contre ses pères qui n'assument pas leur rôle de papa, ou qui ne parviennent pas à devenir papa. Non, la vraie question, parce que c'est une évolution avec plein de... Je pense que je passe par tous les âges en fait dans la chanson. Enfin, c'est comme ça que je la vois, c'est peut-être pas comme ça qu'on l'entend, mais quand je dis tout le monde sait comment on fait des bébés, personne ne sait comment on fait des papas, c'est une question évidemment qui se pose à tout le monde, quoi. Et ça se pose à l'adolescent qui en veut à son père, à qui on dit écoute, attends, quand on aura, on verra ce que tu penseras. Elle se pose aussi au grand-père, elle se pose aussi au père, elle se pose aussi au petit-enfant. Et voilà, donc je trouve que c'est une question plutôt générale sur la paternité. C'est pour ça que je pense, et d'ailleurs je pense sincèrement qu'elle aurait été intéressée personne, cette chanson, si j'avais réellement parlé de mon vécu. Honnêtement, je pense sincèrement. Alors, on va encore parler de votre vécu, de vos racines, parce que vos racines, c'est aussi le fait que vous soyez métis. Mais vous, sur cet album, vous dites « bâtard ». Oui. Un terme qui a des connotations négatives. Tout à fait. Pourquoi pourquoi bâtard plutôt que métis? Mais parce que c'est pas métis, hein, c'est un bâtard. Enfin, je parle parce que je trouvais que ce morceau-là, c'est d'ailleurs c'est celui qui me représente le mieux, mais rien à voir avec la couleur de peau. Hein. En fait, c'est simplement sur le bâtard, c'est qui? C'est le mec qui fait des choix et qui fonce comme ça tête baissée dans le mur, ou alors c'est celui qui fait jamais de choix en fait. Et moi je suis plutôt celui qui fait jamais de choix, et je me rends compte en fait que t'es pas plus bâtard que celui qui semble être extrémiste, qui semble être et en fait non, t'es juste plus lâche, ça c'est sûr. Après t'es pas plus bâtard que lui, et lui ne l'est pas plus que toi, et c'est pour ça que l'insulte qui peut devenir une insulte s'y prêtait bien. Mais après je trouve pas que ça évolue avec le temps, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui on est tous un petit peu des bâtards, et c'est un petit peu compliqué de se dire qu'on est uniquement 100% quelque chose ou 100% quelque chose. On est tous bien mélangés, et ça fait du bien aussi au sang. Tout le monde y passe, Pascal Claude.